Les chasseurs sous-marins, les pêcheurs et les poissonniers savent que les poissons sont souvent parasités par des nématodes anisakidés, petits vers proches parents de l'ascaris, et responsables chez l'homme d'une maladie parasitaire digestive et ou allergique appelée anisakidose, qui peut être grave et se terminer par une perforation de l'estomac ou de l'intestin, voire un choc anaphylactique. Outre leurs effets sur la santé humaine, ces parasites impactent également la qualité du poisson, puisque leur présence est inesthétique auprès du consommateur. Les anisakidés sont des vers non segmentés, ronds et effilés, de 2 à 3 cm de long, recouverts d'une épaisse cuticule protectrice de couleur beige, que l'on trouve dans la cavité abdominale de poissons à l'état de larves L3 infectantes enquistées sur les organes de l'appareil digestif, et qui sont parfois présents en très grande quantité, au point que le poisson devienne difficile à commercialiser. Selon les espèces et les lieux de capture, de 5 à 100% des poissons sauvages de mer sont parasités par les larves L3 d'anisakidés infectantes, enquistées ou libres. Le réseau trophique océanique, avec ses chaînes alimentaires, facilite la transmission de ces parasites digestifs, des proies infectées vers les prédateurs, le long d'un cycle biologique trixène qui passe par 3 types d'hôtes, 2 hôtes intermédiaires et un hôte définitif. L'hôte définitif des anisakidés est un grand mammifère marin, baleine, orque, dauphin ou phoque, qui héberge dans l'estomac ou dans l'intestin les stades larvaires L3 et L4, puis les stades adultes sexués, et qui rejettent dans l'océan leurs œufs embryonnés, mélangés à leurs fesses, comme on le voit ici avec la traînée d'excréments de ce grand dauphin de l'archipel des îles de Molène, devant le port de pêche du Conquet. À l'intérieur de l'enveloppe de l'œuf, qui se segmente par mitose, se développe le premier stade larvaire L1, qui se transforme après une deuxième mue en une larve L2 nageuse, qui va muer en larve L3. Après cette phase planctonique libre, la larve L3 est consommée par un crustacé planctonique, copépode ou euphausiacé, son premier hôte intermédiaire, qui sera à son tour consommé par un céphalopode, calmar ou sèche, mais le plus souvent par un poisson, son deuxième hôte intermédiaire parathénique, qui va accumuler des larves infectantes L3 enquistées en hypobiose dans son tube digestif, jusqu'à ce qu'il soit à son tour la proie d'un grand mammifère marin, l'hôte définitif des anisakidés, ou d'un oiseau piscivore, un de ses hôtes accidentels. Les anisakidés sont peu spécifiques, tant pour ses hôtes intermédiaires que pour ses hôtes définitifs. L'homme est une impasse parasitaire accidentelle des anisakidés, chez lequel il provoque l'anisakidose, maladie parasitaire digestive qui peut être grave. Le maquereau commun, Scomber scombrus, est un poisson de 30 à 50 cm, très apprécié pour sa chair et ses propriétés nutritionnelles, notamment sa richesse en acides gras et en protéines. Il se pêche facilement avec une mitraillette de leurre colorée qui ressemble à leur proie. Ce petit tonidé, fréquent en mer d'Iroise, chasse de petits poissons planctophages fourrages, comme des sardines, et se fait chasser à son tour par les thons rouges, qui reviennent depuis quelques années au large du Conquet, et avec eux les orques, leurs principaux prédateurs, qui les suivent depuis le détroit de Gibraltar jusqu'en Atlantique Nord. Le retour de ces super prédateurs, 50 ans après leur quasi-disparition, et que l'on peut voir depuis le phare de Kermorvan au Conquet chasser des maquereaux et sauter hors de l'eau, montre que la chaîne alimentaire, depuis le microscopique phytoplancton jusqu'aux orques, peut renaître dès que l'homme relâche son emprise sur l'écosystème. Dès l'ouverture de la cavité abdominale de ce maquereau, resté à dessein 3 jours au réfrigérateur, on voit qu'il est déjà parasité par de nombreuses larves, probablement d'anisakis simplex vivantes, infectantes au stade L3, en forme caractéristique de ressort de montre d'environ 5 mm de diamètre, et enquistées dans une capsule fixée dans le foie, le mésentère de la paroi intestinale, sur les gonades, sous la peau, voire dans les muscles abdominaux. Après la mort du poisson, si celui-ci n'est pas éviscéré et pas congelé, les L3 libres et mobiles de 2 à 3 cm de long se désenquistent, sortent de leur capsule et pénètrent dans les muscles de la paroi abdominale. Enfin, lorsqu'une larve d'anisakidé est coupée en deux, la partie antérieure demeure encore capable de pénétrer dans la paroi du tube digestif. Le taux d'infestation peut être supérieur à 50% selon les espèces de poissons qui peuvent héberger l'une des 3 principales espèces responsables de l'anisakidose, Anisakis simplex, Pseudoterranova decipiens et Contrasecum osculatum. Le nombre de parasites par poisson est variable, de quelques larves L3 à plusieurs centaines chez les grands poissons prédateurs qui les accumulent. Enfin, l'impact pathologique d'anisakis chez le poisson semble être très faible. Les larves sont enroulées à l'intérieur de leur capsule et n'ont presque aucune action avant la mort du poisson.
La distinction des espèces à l'intérieur de la famille des Anisakidés est très difficile par la seule étude morphologique des parasites, qui se ressemblent tous, même pour un spécialiste. Par contre, l'utilisation du barcoding moléculaire, technique d'identification génétique basée sur le séquençage de l'ADN, a permis d'identifier génétiquement les différentes espèces d'anisakidés hébergées par un poisson, qui sont ensuite utilisées comme biomarqueurs de son biotope et de son réseau trophique. Des parasitologues, dirigés par Sven Klimpel du Centre de recherche sur la biodiversité et le climat de Francfort, ont réalisé une étude phylogénétique sur l'ADN mitochondrial de 373 larves d'anisakidés provenant de 30 hôtes différents et récoltées en 21 points du globe, et ont montré que chaque espèce de ver possède une répartition géographique bien précise en fonction des conditions physico-chimiques et biologiques, que la présence d'une espèce d'anisakidés reflète également celle de son hôte définitif préféré, et enfin que le rayonnement adaptatif des anisakidés permet de proposer une modélisation géographique de ces parasites cosmopolites et zoonotiques. Comme tous les nématodes, les formes larvaires L3 et adultes sexués des anisakidés sont de type ascariforme avec un corps vermiforme blanc, non segmenté, de section transversale arrondie, recouvert par une épaisse cuticule qui le protège des sucs digestifs enzymatiques, mais impose une croissance discontinue par mue et un déplacement serpentiforme imprécis par ondulation. Lorsque la larve L3 est déroulée, sa taille varie de 1 à 3 cm de longueur, et les femelles sont un peu plus grandes que les mâles. Les anisakidés sont des métazoaires bilatéraliens triploblastiques célomates qui possèdent, comme tous les nématodes, un tube digestif complet de la bouche à l'anus, un appareil reproducteur complet, ici mâle, mais ne possèdent ni appareil respiratoire, ni appareil circulatoire, ni tunique musculaire. La respiration se fait par diffusion passive au travers de la cuticule imperméable, percée de pores. Les sexes sont séparés, la reproduction est sexuée et la fécondation interne grâce aux 2 spicules reproducteurs mâles qui émettent les spermatozoïdes directement dans le vagin de la femelle. Sur ce bas morceau abdominal de lieu jaune acheté en poissonnerie, on trouve encore dans la cavité abdominale, malgré les précautions des acteurs de la filière pêche, depuis l'éviscération jusqu'au contrôle fait par le poissonnier, des larves L3 bien vivantes, et cela plusieurs jours après la mort du poisson. Certaines larves sont encore enquistées, mais d'autres se sont désenquistées et se sont introduites par leur tête dans les muscles abdominaux, dans un trou foré par leur unique dent de pénétration. C'est exactement ce qui se passe lors de la consommation de poissons crus infectés, à l'origine d'une anisakidose avec risque de perforation gastrique ou intestinale, qui peut nécessiter l'extraction mécanique sous endoscopie digestive du ver avec une pince à corps étranger, comme on vient de le voir. L'observation de cette larve à la loupe binoculaire, puis au microscope au grossissement de 50 fois, permet de retrouver son extrémité postérieure, reconnaissable au mucron axial, et à son extrémité antérieure, les 3 palpes labiaux, et surtout l'unique dent de pénétration triangulaire, excentrée à droite comme le bord d'attaque d'un forêt, qui permet à la larve, lorsqu'elle avance en tournant sur elle-même, de percer les parois digestives de ses hôtes, et dans ce cas présent la paroi musculaire abdominale. Nous n'avons pas observé de débris de muscles autour des trous, et pensons que la larve les plaque dans le trou puis les digère. Par contre, on a trouvé des stries hélicoïdales sur le bord du trou, probablement faites par la dent lors de la rotation antérieure du ver. Avec un modèle analogique de tête de larve en bois simpliste, mais non hélicoïdal, sur lequel une dent triangulaire a été gravée, il a été possible sans difficulté de percer un trou dans une banane verte, mais sans éliminer les débris. Pour le témoin identique, mais sans dents, il a fallu augmenter la vitesse de rotation et sans accroche pousser plus fort pour l'enfoncer par pression. Cette intrigante dent triangulaire facilite ainsi la perforation des tissus et donne à ce ver monodonte une valeur adaptative et sélective supérieure à un nématode sans dents, et cela pour un coût énergétique faible, pour fabriquer puis utiliser la dent. Par leur contraction longitudinale, les muscles permettent aux larves de se mouvoir par des ondes sinusoïdales et de pousser la dent triangulaire dans les tissus du poisson et de repousser les débris sur le côté. La dent perforante est suivie d'un canal œsophagien puis d'un bulbe musculeux qui fonctionne comme une pompe aspirante et refoulante. Lorsque le tissu est perforé, la larve injecte des enzymes digestives, notamment des hydrolases, produites par les glandes salivaires, qui liquéfient les chairs, puis aspirent le produit de la digestion et le déversent dans l'intestin. Le cycle biologique de développement des anisakidés est assez bien connu,
car la consommation accidentelle d'un poisson parasité par ces larves L3 infectantes est responsable chez l'homme d'une maladie parasitaire digestive, l'anisakidose. Pour se développer, les anisakidés ont besoin de transiter par plusieurs organismes vivants, 2 hôtes intermédiaires et un hôte définitif, au cours d'un cycle biologique trixène complexe. Le cycle des anisakidés comprend une phase exogène planctonique réduite à la cellule œuf embryonnée et au stade larvaire L1 et L2, et une phase endogène pour les stades L2 et L3 dans des hôtes intermédiaires, et dans un hôte définitif pour le stade L4 et adulte sexué. Le cycle de vie du parasite est achevé lorsqu'un grand mammifère marin, baleine, orque, dauphin ou phoque, mange un crustacé ou un poisson infecté par une ou plusieurs larves, bloquées au stade L3, qui vont être réactivées puis atteindre le stade adulte sexué dans le tube digestif de son hôte définitif. On comprend que les anisakidés soient utilisés comme indicateurs biologiques pour la répartition et l'abondance de leurs hôtes finaux, car ils suivent de près les relations trophiques entre leurs hôtes successifs. Le cycle commence par l'émission dans l'eau des œufs non embryonnés, mélangés aux matières fécales de l'hôte définitif. L'œuf commence dans le plancton, encapsulé dans son enveloppe, son développement embryonnaire par segmentation, puis c'est le début du stade larvaire avec les stades L1 et L2. Lorsque l'œuf éclot dans l'eau de mer, une larve L2 libre et mobile est libérée, puis ingérée par des crustacés pélagiques du plancton, copépodes ou euphausiacées, consommateurs primaires qui constituent le premier hôte intermédiaire, dans lequel elle va muer en quelques jours, en larve L3 infectante pour le prochain hôte. Le crustacé infecté est mangé à son tour par un poisson planctophage, son deuxième hôte intermédiaire, consommateur secondaire appelé poisson fourrage, qui va nourrir les carnassiers, consommateurs tertiaires, céphalopodes et poissons. Les larves L3 infectantes traversent la paroi digestive du poisson et s'enquistent à l'intérieur d'une enveloppe protectrice sur la face extérieure des organes digestifs, essentiellement dans le mésentère intestinal, sur le foie, sur les gonades ou sous la peau, voire dans les muscles abdominaux, surtout après la mort du poisson. Les gros poissons prédateurs sont des hôtes intermédiaires parathéniques qui se surinfectent en mangeant de plus petits poissons parasités et accumulent ainsi un très grand nombre de larves L3 qui ne vont plus évoluer, s'enquister et entrer en hypobiose. L'impact pathologique des anisakidés chez les poissons semble être très faible, car les larves sont enroulées à l'intérieur de leur capsule et n'ont presque aucune action avant la mort du poisson. Les hôtes définitifs des anisakidés sont les grands mammifères marins, baleines, orques, dauphins, marsouins et les phoques, qui se contaminent en consommant un poisson parasité par des anisakidés enquistés au stade L3 infectant. Les mammifères marins constituent la première et la dernière étape sur laquelle se ferme le cycle trixène complexe des anisakidés. Au contact des sucs digestifs spécifiques, les larves L3 se réactivent simultanément, muent et se transforment en 3 à 5 jours en larves L4, puis en adultes sexués qui vont s'accoupler dans l'estomac ou l'intestin du mammifère marin. Après la fécondation interne, les femelles expulsent les cellules œufs dans l'intestin des cétacés, qui vont les évacuer dans l'eau de mer avec leurs excréments. Les mammifères marins parasités peuvent, comme l'homme, développer une anisakiase gastrique ulcéreuse, qui peut évoluer en péritonite mortelle, surtout chez les jeunes individus. Les récentes études rapportent que la plupart des cétacés échoués sont parasités par des milliers d'anisakidés, ce qui est normal, et possèdent des lésions gastriques ulcéreuses, voire des ulcères ouverts, dont la prévalence augmente depuis les années 1991. Paradoxalement, la présence stable, voire en légère augmentation d'anisakidés avec une grande diversité spécifique chez les cétacés, témoigne d'une part de la bonne santé de l'écosystème, de son réseau trophique et de ses chaînes alimentaires, issues de la sélection naturelle, et d'autre part que la relation spécifique entre le parasite et l'hôte, sélectionnée par des millions d'années de coadaptation et de coévolution, est toujours fonctionnelle. Si une larve L3 parvient à parcourir la chaîne alimentaire en passant par de nombreux hôtes intermédiaires jusqu'à atteindre son hôte définitif, cela signifie que tout le cycle est nominal. Par contre, comme les humains et les dauphins ont des températures corporelles similaires, autour de 37 degrés et un tube digestif fonctionnellement très semblable, les larves L3 d'anisakidés sont capables d'infecter les personnes qui mangent du poisson cru ou insuffisamment cuit, provoquant une anisakidose digestive avec inflammation douloureuse du tractus gastro-intestinal et des complications allergiques sur terrain atopique. La consommation de poissons parasités crus, sous forme de sushi, sashimi, ceviche ou peu cuits, marinés à la tahitienne dans du citron, dans du vin blanc ou du vinaigre, fumés ou saumurés, provoque l'anisakidose, une maladie parasitaire digestive due aux larves d'anisakidés vivants.
L'anisakidose est une zoonose émergente avec la mondialisation et le développement de nouvelles habitudes alimentaires liées à la consommation de poissons crus ou mi-cuits. L'ingestion d'une seule larve vivante suffit à provoquer la maladie, décrite pour la première fois en 1960 aux Pays-Bas, sous l'appellation de maladie du hareng, du ver de morue ou du ver de phoque. Mais l'homme est une impasse parasitaire accidentelle pour l'anisakidée, car la larve L3 ne se transforme que rarement en L4 et jamais en adulte et ne survit que quelques semaines dans le tube digestif de l'homme. L'anisakidose se rencontre fréquemment dans les aires géographiques où le poisson est consommé cru, légèrement saumuré, salé ou fumé. Par ailleurs, sa prévalence augmente en raison de la forte demande en poisson et des changements d'habitudes alimentaires vers les produits de la mer. Plusieurs milliers de personnes dans le monde souffriraient de l'anisakidose, dont 90% au Japon, pays grand consommateur de poissons crus sous forme de sushi et de sashimi. Le long de la côte pacifique de l'Amérique du Sud avec le ceviche, en Europe, la majorité en Scandinavie avec le foie de morue, aux Pays-Bas avec les harengs fermentés et en Espagne avec les ceviches. En France, les cas d'anisakidose sont assez rares en comparaison avec la forte consommation de poissons et estimés à environ 20 cas par an. Le nombre de cas d'anisakidose dans le monde est sous-estimé en raison de son caractère éphémère, car la plupart des gens attribuent simplement leurs symptômes à un cas grave d'intoxication alimentaire. Les larves L3 vivantes d'anisakidés résistent au suc digestif, se fixent sur la muqueuse gastrique ou intestinale, s'y enfoncent et provoquent 3 grands types de symptômes digestifs inflammatoires possibles chez l'homme. Gastriques aigus les plus fréquents, qui apparaissent 1 à 7 heures après la consommation de poissons parasités, avec nausées, vomissements, violentes douleurs épigastriques, et qui peuvent évoluer vers un ulcère, voire une péritonite. Intestinaux plus rares, tardifs, 1 à 5 jours après l'ingestion de poissons crus, mais plus durables. Et enfin, gastro-allergiques chez les personnes porteuses d'un terrain atopique, avec urticaire, voire choc anaphylactique. L'endoscopie et une sérologie spécifique pour les principales espèces d'anisakidés sont utilisées pour le diagnostic, et l'extraction endoscopique d'une hématode pour le traitement avec retrait des larves. Mais le plus souvent, l'anisakidose guérit habituellement spontanément en quelques semaines. Les poissons sauvages d'eau douce et les poissons d'élevage, comme les salmonidés, dont l'alimentation à base de granulés est maîtrisée, ne sont pas parasités par les anisakidés, et leur consommation crue ne pose normalement pas de problème, contrairement aux poissons sauvages qui doivent être suivis au niveau parasitaire, car les larves L3 sont très résistantes à la chaleur et aux basses températures. Les mesures prophylactiques de prévention de l'anisakidose concernent toute la filière pêche, du pêcheur au consommateur, en passant par le marailleur et le poissonnier. Les règlements européens et français prescrivent aux professionnels des obligations pour la réalisation de contrôles visuels sur les produits de la pêche et l'interdiction de mise sur le marché des produits présentant des parasites visibles à l'œil nu. La filière pêche doit donc procéder à l'éviscération des poissons le plus tôt possible sur le bateau ou juste après la pêche, comme ici avec ce filayeur du Conquet qui débarque ses caisses de poissons déjà vidées, le retrait des pièces parasitées, le contrôle visuel des filets sur table de mirage qui permet l'examen par rétroéclairage des filets de poissons pour en retirer les anisakidés, la congélation avant ou après transformation pour les produits destinés à être consommés crus, fumés ou saumurés. Et enfin, orienter le consommateur, lorsqu'il souhaite consommer du poisson frais cru, vers les poissons d'élevage comme le saumon et les espèces sauvages les moins parasitées comme les mulets, poissons essentiellement herbivores, brouteurs d'algues, ou les sparidés comme la dorade ou le sard, qui se nourrissent de mollusques et de petits invertébrés. Alors que les poissons d'élevage peuvent être consommés crus ou peu cuits, les poissons sauvages et leurs produits dérivés doivent être, en raison du risque d'anisakidose, congelés à moins 20 degrés pendant 7 jours dans un congélateur domestique, comme avec ces filets de maquereau, ou cuits à cœur à plus de 60 degrés en tout point du produit, au moins 1 minute, comme avec ce filet de lieu jaune. Attention, si le poisson reste rosé à cœur, la cuisson est insuffisante pour tuer les larves. Par contre, les allergènes d'anisakis sont thermostables et résistent à la congélation et à la cuisson, et il n'existe aucune mesure permettant d'éviter ce risque allergique. L'étymologie grecque de parasite, qui signifie qui mange auprès d'eux, rappelle qu'un parasite est un organisme qui vit aux dépens de son hôte, qui lui sert de biotope et dont il détourne les nutriments pour sa croissance, sa reproduction et réaliser son cycle de développement. Ce groupe très diversifié comprend des nanoparticules virales, des bactéries, des micromycètes et des protozoaires microscopiques, des métazoaires comme des crustacés isopodes parasites, Bopyre de la crevette et Cymatoidés, ectoparasites et parasites intrabuccaux des poissons, dont nous avons déjà parlé sur ce canal, des nématodes comme l'anisakis, et même des vertébrés comme la chauve-souris vampire.
Contrairement aux prédateurs qui tuent rapidement leur proie, les parasites ont évolué pour exploiter leur hôte sur une plus grande durée, ce qui engendre une dynamique écologique unique et fait des parasites de puissants moteurs de l'évolution. Dans cette course aux armements, défensifs contre offensifs, que se livre le couple hôte-parasite dans leur coévolution, les hôtes développent des mécanismes de défense et les parasites développent des stratégies pour les contourner, ce qui enrichit la diversité génétique et phénotypique des espèces. Ces adaptations spécifiques du couple hôte-parasite, passées au crible de la sélection naturelle, sont sélectionnées par l'évolution. Les parasites ont évolué avec perte de gènes et réduction de leur génome, qui se traduisent par des simplifications morpho-anatomiques, avec régression d'organes comme ceux de l'appareil locomoteur, en lien avec leur mode de fixation, des appareils digestifs en lien avec la spécificité parasitaire, et inversement, ont développé des pièces buccales adaptées à leur parasitisme. Malgré notre aversion compréhensible pour les parasites, surtout si nous en sommes victimes, les parasites sont des êtres vivants les plus répandus sur la planète en termes d'espèces et d'individus, ce qui démontre le succès de leur modèle biologique, réussite évolutive incontestable et indispensable au réseau trophique et aux chaînes alimentaires d'un écosystème en bonne santé, en assurant un lien entre les espèces qui ne seraient autrement pas connectées. Enfin, ils régulent les populations de prédateurs et de proies, maintiennent un équilibre écologique et favorisent un écosystème plus diversifié. Bien que le parasitisme soit négatif pour l'hôte parasité, au fil de l'évolution avec la sélection naturelle, certaines formes de parasitisme se sont transformées dans le long voyage de l'évolution en un partenariat positif dans une relation de symbiose mutualiste avec bénéfice réciproque entre l'hôte et le parasite devenu symbionte. Une méta-analyse publiée dans la revue Global Change Biology a montré de 1978 à 2015 une augmentation significative de 283 fois du nombre d'espèces d'Anisakis sp dans les poissons, qui est à relier à l'augmentation du nombre de cas d'anisakidose dans le monde, avec des implications sur la santé humaine, la santé des mammifères marins et la rentabilité de la filière pêche. Ce risque infectieux justifie la veille parasitaire des instances européennes et nationales et l'application par toute la filière pêche des mesures de prévention, qui a déjà divisé par 4 le nombre de cas en France dans la période 1982-2005 par rapport à 1977-1991. Par contre, ce sont les grands mammifères marins comme ces dauphins communs jouant avec l'étrave de ce voilier qui, en tant qu'hôte définitif des anisakidés, sont les plus impactés par ces parasites digestifs et par l'augmentation récente du nombre d'anisakidés simplex dans l'hémisphère nord.